Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Les Six Sigma et Excellence opérationnelle. Ce séminaire se tournera autour de l'outil des Six Sigma dans la performance, les Six Sigma dans un environnement qualité, les Six Sigma dans un environnement Lean Management, les conseils des Six Sigma, le Six Sigma, une méthode de maîtrise de la variabilité DMAICS, le Six Sigma, une organisation des compétences. Tout cela avec professeur Abdelwahab Dejbari, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Abdelwahab. Dr Abdelwahab, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci, notre cher collègue Malek Sabbar. Bienvenue, nos chers étudiants de Mid-Ocean Université. Bienvenue dans cette conférence, de ce séminaire intitulé le Six Sigma et l'excellence opérationnelle. Attends, je vais partager avec vous l'écran. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très important dans le monde du management, autour de deux concepts clés dans ce domaine. L'un, c'est l'excellence opérationnelle et l'autre, c'est le Six Sigma. Donc, un peu de résumé de ce concept sur l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle est une stratégie visant à optimiser la productivité, la qualité et les coûts d'une entreprise par l'amélioration continue et l'innovation. Elle permet de transformer chaque aspect de l'organisation pour atteindre une compétitivité durable et solide. Donc, première question que se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui différencie une entreprise performante d'une entreprise véritablement exceptionnelle? C'est sa capacité à intégrer l'excellence opérationnelle dans chaque aspect de ses opérations. Donc, ça, c'est à peu près un résumé sur ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Maintenant, dans ce schéma de ce photo, nous avons le docteur Joseph Joran, un expert de démarche qualité, qui nous donnait une définition de l'excellence opérationnelle. Il dit que l'excellence opérationnelle est une approche stratégique qui vise à optimiser les performances de l'entreprise sur tous les plans: productivité, qualité, réduction du coût. Donc, c'est une vision partagée partout qui oriente chaque action, chaque méthode et chaque pratique au quotidien. Donc, ce concept introduit par le docteur Joseph Joran repose sur une vision globale où chaque action est guidée par l'amélioration continue, entre parenthèses qu'on appelle le Kaizen. Le Kaizen, c'est un mot japonais, et l'innovation. En appliquant cette approche, donc vous ne vous contentez pas de résoudre des problèmes ponctuels, vous transformez l'ensemble de votre organisation pour qu'elle devienne un acteur incontournable sur son marché. Donc, à partir de cette définition de Dr Joran, et c'est le père fondateur de l'approche qualité et Total Quality Management, le concept d'excellence opérationnelle a vu le jour dans les années 1970, grâce au docteur Joseph Joran, qui accompagnait les dirigeants japonais dans la transformation de leurs entreprises pour les rendre plus efficaces et compétitives. C'est une approche stratégique qui vise à optimiser les performances de l'entreprise sur tous les plans: productivité, qualité, réduction des coûts et bien plus encore. En somme, c'est une vision partagée partout
qui oriente chaque action, chaque méthode, chaque pratique au quotidien. Donc, s'engager dans cette démarche, c'est choisir l'amélioration continue comme fil conducteur en cherchant sans cesse à affiner chaque aspect de l'organisation pour maximiser les résultats tout en garantissant une compétitivité durable et bien sûr solide. Maintenant, pourquoi, la question qui se pose, pourquoi l'excellence opérationnelle est-elle importante? Adopter une stratégie d'excellence opérationnelle, c'est bien plus que simplement optimiser les processus. C'est une véritable clé pour les suivre. Donc, renforcer la compétitivité en augmentant les performances, en améliorant la productivité et la qualité, tout en réduisant les coûts et les délais. Attention, les délais, parce qu'il y a deux facteurs, le facteur coût et le facteur délai, hein, le temps et le coût. Deuxièmement, améliorer la satisfaction client en offrant un service de qualité supérieure parfaitement aligné avec leurs attentes. Troisièmement, soutenir la croissance et la rentabilité en boostant les ventes, en maximisant le chiffre d'affaires et en minimisant les risques opérationnels. Quatrièmement, réduire l'impact environnemental en gérant mieux les ressources et en limitant les déchets. Cinquièmement, fluider ou bien fluidifier la supply chain et les processus internes pour une production et une livraison plus efficaces et sans arrêt. Septièmement, autonomiser les équipes en les encourageant à prendre des initiatives et à proposer des solutions innovantes. Et huitièmement, renforcer l'engagement et le bien-être des collaborateurs en créant un environnement de travail motivant et structuré, ce qui réduit le turnover et l'absentéisme. L'absentéisme, entre parenthèses, c'est le nombre total de présence ou bien le nombre des absents sur le nombre total des gens présents, ou bien les heures présentes. Valoriser l'image de marque en se positionnant comme une entreprise performante, responsable et en quête d'amélioration continue. Donc, en bref, l'excellence opérationnelle permet de se démarquer, de rationaliser les opérations et de créer un environnement de travail propice à l'épanouissement de tout en maximisant la satisfaction client et la rentabilité. Maintenant, on peut donner un exemple d'excellence opérationnelle. Le concept excellence opérationnelle peut parfois sembler un peu flou. Illustrons là avec un exemple concret et prenons les achats. Hein. Donc, nous avons dans ce schéma, c'est les achats. Donc, c'est l'art de garantir que l'entreprise dispose des biens et services dont elle a besoin pour fonctionner, tout en optimisant les coûts et en respectant les délais. Ce processus que l'on retrouve dans presque toute l'organisation englobe plusieurs étapes. L'approbation des demandes, l'achat ou bien les demandes d'achat, la création des bons de commande, et la recherche des solutions pour réduire les dépenses. C'est le nerf de la guerre pour s'assurer que tout tourne rond. Dans ce contexte, l'excellence opérationnelle consisterait à analyser chaque étape du processus avec une approche à la fois quantitative et qualitative. Il s'agirait notamment d'identifier et de résoudre des problématiques telles que les erreurs, les gaspillages, les retards inutiles, la structure du processus, la performance globale du processus, les silos d'information ou
de collaboration, la qualité des matériaux et des services achetés, l'alignement du processus avec la stratégie globale de l'entreprise, la manière dont ce processus s'intègre aux autres processus financiers. Pour atteindre l'excellence opérationnelle, il faudrait alors créer un processus bien structuré de documenté, et bien sûr structuré et documenté, comprendre en profondeur le flux de travail et ses interdépendances, comprendre ou bien définir les clés ou bien les indicateurs clés de performance, les KPI, ce qu'on appelle les KPI, puis les mesurer régulièrement, évaluer le processus sur ou bien pour identifier les points d'amélioration, implémenter une version optimisée du processus et respecter ou bien répéter ce cycle d'évaluation et d'amélioration en continu. Donc, nous avons dans ce schéma, en suivant les flèches, identification des besoins, élaboration du cahier de charge, recherche de fournisseurs, puis l'évaluation des offres et négociations, puis sélection du fournisseur, émission de la commande, suivi de la commande et réception, contrôle de la qualité, puis traitement de la facture et paiement, et enfin, évaluation des performances du fournisseur. Donc, c'est un exemple d'une excellence opérationnelle. Une autre question qui se pose, comment atteindre l'excellence opérationnelle? Il y a donc ce qu'on appelle le modèle Shingo, et on peut voir ici à droite dans ce schéma la photo de M. Shingo, Shigio Shingo, et nous avons les 10 principes fondamentaux de l'excellence opérationnelle. Donc, ce modèle, il y a à gauche, nous avons les principes, et à droite, la description de chaque principe. Donc, le premier principe, c'est le respect, respect de chaque individu, l'humilité dirigée avec humilité, ambition rechercher la perfection, science adopter la pensée scientifique, processus se concentrer sur le processus, valeur créer de la valeur pour les clients, objectif communiquer les objectifs avec constance, système penser de manière systématique, optimisation valoriser l'exécution des tâches et enfin, dernier cas, c'est qualité, assurer la qualité à la source. Donc, le modèle Shingu est un cadre méthodologique conçu pour aider les entreprises à atteindre l'excellence opérationnelle. Élaboré par Shigeo Shingu, une figure emblématique du système de production Toyota, il repose sur les 10 principes fondamentaux. Un, respect de chaque individu. Impliquer activement vos employés dans des initiatives bien sûr, et encourager leur autonomie et leur engagement en créant un environnement de travail respectueux et motivant. Cela favorisera l'innovation et la productivité. Deuxième principe, c'est diriger avec humilité. Soyez un leader ouvert au retour et aux suggestions, peu importe leur provenance. Accueillez les critiques de manière constructive et reconnaissez que vous n'avez pas toutes les réponses. Valorisez chaque contribution pour créer un climat de confiance et de collaboration. Troisième principe, recherche ou bien rechercher la perfection. Même si la perfection est impossible à atteindre, cherchez constamment à vous améliorer, fixez-vous des objectifs ambitieux et apprenez continuellement de vos expériences. Le quatrième principe, c'est adopter la pensée scientifique, c'est-à-dire favoriser l'expérimentation et n'ayez pas peur de l'échec. Incitez vos équipes à tester de nouvelles idées et à tirer des enseignements de chaque expérience. Chaque tentative réussie ou non doit être perçue comme une occasion d'apprendre et de progresser. Le cinquième principe, c'est se concentrer sur le processus. Les erreurs proviennent souvent de défauts dans les processus, pas des personnes.
identifier les failles dans vos méthodes de travail et ajuster les pour réduire les erreurs et augmenter la qualité des résultats. Le sixième principe, c'est assurer la qualité à la source. La qualité ne se vérifie pas seulement à la fin du processus. Chaque étape doit être exécutée correctement dès le départ. Détecter et corriger les erreurs sur le champ et vous éviterez leur propagation tout en garantissant une qualité optimale du produit ou service final. Septième principe, c'est valoriser l'exécution des tâches. Assurez-vous que chaque tâche est réalisée de manière efficace et cohérente. Un processus sans interruption ni gaspillage maximise la valeur ajoutée pour vos clients et réduit les inefficacités. Le huitième et l'avant-dernier, c'est penser de manière systématique, adopter une vision d'ensemble pour comprendre comment les différentes parties de votre entreprise interagissent. Identifier les interconnexions et les synergies potentielles pour améliorer la prise de décision et éliminer les obstacles à l'innovation. Communiquer les objectifs avec constance. Partagez les objectifs stratégiques de l'entreprise avec l'ensemble de vos équipes et rappelez-les régulièrement. Alignez les efforts de chacun sur la mission globale pour renforcer l'engagement et l'efficacité. Et enfin, le dernier principe, c'est créer de la valeur pour le client. Donc, il faut être, ou bien soyez à l'écoute des besoins et des attentes de vos clients, adaptez vos processus pour leur offrir une valeur maximale, une attention constante à la satisfaction client et à la clé de la pérennité et du succès de votre entreprise. En intégrant ces principes, le modèle Shingo ne se contente pas d'améliorer les résultats financiers ou la productivité, il vise à transformer la culture de l'entreprise pour qu'elle devienne un lieu où chaque individu se sent valorisé, où l'innovation est encouragée et où la qualité et la performance sont les priorités absolues. Aussi, il y a un autre concept dans ce domaine de l'excellence opérationnelle et le Six Sigma. Nous avons ce qu'on appelle le Lean Manufacturing. Et comme vous voyez sur l'écran, nous avons ces quatre concepts, le Kaizen, entre parenthèses, c'est l'amélioration continue, c'est le mot japonais, le Kanban, c'est un autre mot japonais, et le 5S est le Pokayoki. Le Lean Manufacturing, ou production allégée, est un système de gestion qui vise à éliminer les gaspillages tout en maintenant une production efficace et régulière. Il vous permet de concentrer vos efforts sur ce qui apporte réellement de la valeur et créer ainsi un bénéfice tangible pour vos clients. Et voici quelques exemples de pratiques liées. Donc, le premier concept, comme vous voyez sur l'écran à gauche, c'est le Kaizen. Le Kaizen, ce terme japonais, signifie littéralement changement pour le mieux, bien l'amélioration continue. Le Kaizen prône l'amélioration continue par des petits changements réguliers, impliquant tous les employés dans la recherche de solutions pour optimiser les processus et la qualité. Il s'agit d'un état d'esprit qui encourage l'innovation et la résolution de problèmes au quotidien. Deuxième concept, c'est le Kanban, outil visuel de gestion de flux de travail. Le Kanban régule la production en fonction de la demande réelle, en plaçant des cartes Kanban dans les endroits stratégiques de l'usine ou dans l'entrepôt. Vous pouvez signaler quand le stock doit être renouvelé, évitant ainsi les gaspillages liés à la surproduction et les excédents d'inventaire. Cela permet d'améliorer la réactivité et de minimiser les délais. Le troisième concept, c'est les systèmes 5S, composés de 5 mots japonais: Sairi, supprimer; Saiton, situer; Saizo, faire
Citylé, Seikitsu standardisé et Shitsuki suivre. Le système 5S vise à organiser les espaces de travail de manière efficace. Le quatrième concept, c'est le Pokayoki. Cette méthode consiste à mettre en place des dispositifs simples qui préviennent les erreurs humaines en rendant difficile, voire impossible, l'apparition de défauts dans le processus de production. L'objectif est de garantir la qualité à chaque étape de la fabrication en détectant les erreurs et avant qu'elles ne se produisent. Maintenant, on passe au Six Sigma. C'est un concept, entre parenthèses, managériel et statistique, parce que le sigma, c'est l'écart type, entre parenthèses, on va voir ça dans cette conférence. Le Six Sigma est une méthodologie éprouvée pour optimiser les processus en intégrant les stratégies et des outils de pointe. Elle permet de renforcer la performance globale et de réduire les sources d'inefficacité. Et voici les deux approches pour mettre en œuvre ces sigma. Donc, l'approche DMAIC, définir. D, c'est quoi? Définir. M, c'est mesurer. A, c'est analyser. I, c'est améliorer. Et C, c'est contrôler. Cette méthode est utilisée pour améliorer les processus existants. Elle commence par la définition du problème et des objectifs, suivie par la mesure des performances actuelles. Ensuite, l'analyse des données permet de comprendre les causes profondes des défauts. Des solutions d'amélioration sont ensuite mises en place, puis le processus est contrôlé pour s'assurer que les changements apportés conduisent à des résultats durables. L'autre démarche, c'est le DMADV, définir, mesurer, analyser, concevoir et vérifier, utilisé pour créer de nouveaux processus au produit. Cette approche commence également par la définition des objectifs, les besoins des clients et les exigences du projet sont ensuite mesurées et analysées. Sur cette base, un nouveau processus ou produit est conçu. Enfin, le nouveau processus est vérifié pour s'assurer qu'il répond aux exigences et aux standards de qualité. Une question qui se pose, comment mesurer l'excellence opérationnelle à travers l'efficacité des processus, qualité et taux de défaut, la rentabilité et la satisfaction des clients et bien sûr l'engagement des employés. Donc, ce sont les critères dont on peut mesurer l'excellence opérationnelle. Donc, il y a plusieurs concepts, l'excellence opérationnelle vs l'amélioration continue et l'efficacité opérationnelle. Et en conclusion, pour conclure cet axe qui est en relation avec l'excellence opérationnelle est bien plus qu'une série de pratiques ou de techniques, c'est un changement de culture et de mentalité qui permet à une entreprise de rester agile, compétitive et orientée vers le futur. Que ce soit par le biais de Lean, du Six Sigma ou d'autres méthodologies, les entreprises qui s'engagent dans cette voie en ressortent plus fortes et mieux préparées à relever des défis de demain. Donc, maintenant, on peut parler sur le Six Sigma comme un outil de performance. Premièrement, quel est l'objectif de Six Sigma? Six Sigma a été initié aux États-Unis dans les années 80 chez Motorola. Sa démarche a tout d'abord consisté en l'approbation ou bien l'application de démarches qualité dans les années 80, bien sûr, avec cette compagnie de télécommunications et de la téléphonique qui s'appelle Motorola des années 80. Cette démarche a tout d'abord consisté à l'application du concept de la maîtrise statistique de processus
et c'est ensuite largement étoffé en intégrant tous les aspects de la maîtrise et de la variabilité. Au fur et à mesure de sa diffusion dans les autres entreprises, notamment General Electric, Six Sigma s'est également structuré en associant davantage et sa démarche les éléments managériaux et stratégiques. C'est aujourd'hui une approche globale de l'amélioration de la satisfaction du client, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'amélioration de la qualité. Se fondant sur cette meilleure satisfaction du client, la méthodologie Six Sigma est source d'accroissement et de rentabilité pour l'entreprise en cumulant les effets suivants. Une diminution des rebuts, retouches et plus généralement du coût de non-qualité, une amélioration de la disponibilité des machines et du taux de rendement synthétique, ce qu'on appelle TRS, et de meilleures parts de marché consécutives à l'amélioration de la qualité des produits. Il est aujourd'hui difficile pour une entreprise, qu'elle soit industrielle ou de service, d'ignorer ces sigmas. Il est possible de choisir en connaissance de cause de ne pas l'appliquer dans son entreprise, mais on doit connaître les fondements de cette démarche. Un des principes de base de Six Sigma est la réduction de la variabilité. En effet, l'insatisfaction d'un client résulte toujours un écart entre situation attendue et une situation réelle. Cet écart provient en grande partie de la variabilité des processus qui trouve son origine notamment dans les variabilités sur les matériaux, les variabilités dans les procédures et les variabilités sur les conditions dans lesquelles évolue le processus. Ces variabilités font partie de la nature même du vivant. Ce sont elles qui donnent cette formidable diversité qui nous entoure. Dans le travail d'un artiste, on recherchera toute folle variabilité qui fonde l'unicité de l'œuvre, mais d'un point de vue industriel, on doit lutter contre ces incendies, ou bien ces incidences, et cela nécessite un effort considérable et structuré. L'objectif de Six Sigma n'est autre que de concentrer les caractéristiques du produit vendu autour de la cible attendue par le client. Et on peut voir ça dans cette figure. Donc, dans cette figure, on peut voir les Six Sigma et la réduction de la variabilité. Donc, nous avons dans ce schéma, bien de figure, ce qu'on appelle le cloche. Hein, c'est connu dans les statistiques et les probabilités. Donc, à l'extrême, nous avons satisfaction, insatisfaction. Donc, l'insatisfaction est la cible avant Six Sigma, puis les spécifications après Six Sigma, donc la cible où on peut voir la forme de cloche est devenue plus courte. Cette approche globale se décline de plusieurs façons. Six Sigma, c'est une certaine philosophie de la qualité tournée vers la satisfaction totale du client, un indicateur de performance permettant de savoir où se situe l'entreprise en matière de qualité, une méthode de résolution de problèmes en 4 à 8 étapes selon les auteurs dont l'objectif est de recognize ou bien définir, mesurer, analyser, innover ou bien améliorer et enfin contrôler ou bien standardiser, intégrer, approche qui permet de réduire la variabilité et atteindre la cible sur les produits ou dans les services. Une organisation des compétences et des responsabilités des hommes dans l'entreprise, un mode de management pour la qualité qui s'appuie fortement sur une gestion par projet. Pour comprendre Six Sigma, on doit bien cerner ces différents aspects. En effet, l'application de Six Sigma peut prendre différentes dimensions, de la simple démarche de résolution de problèmes à une véritable stratégie pour l'entreprise. La différence entre ces deux applications extrêmes réside dans la démultiplication de la démarche et la structure qui est mise en place pour organiser et piloter les chantiers. Le premier point que l'on doit avoir à l'esprit
dans une démarche Six Sigma est la satisfaction du client. Un projet Six Sigma doit apporter une amélioration significative au client. Pour cela, on doit s'intéresser à ce souhait réellement du client, non pas à ce qu'on pense qu'il souhaite. Il faut être capable de déterminer les caractéristiques critiques pour la qualité afin de fixer une cible et une plage de tolérance. Atteindre un niveau de qualité satisfaisante ou bien satisfaisant la demande des clients est bien entendu l'objectif de toutes les entreprises. Mais la question qui se pose, comment mesurait-on la façon dont on atteint cet objectif? Une entreprise, ou bien un des principes de Six Sigma est que l'on ne connaît pas grand-chose d'un système si l'on ne sait pas le mesurer. C'est donc une des premières étapes que l'on devra franchir, mesurer le niveau à partir duquel le CTK ou bien Critical to Quality atteignent leurs objectifs en mesurant le Z du processus. Donc, ça, c'est le Z de processus. On peut voir maintenant sur écran, dans cette figure numéro 2, le niveau de Z de la qualité. Ce Z que nous définirons dans de son conférence nous permettra de mesurer le degré de satisfaction des clients. Plus le Z est élevé, plus la satisfaction est grande. Une démarche Sigma projette d'atteindre un niveau de Z qui dépasse 6, ce qui correspond à moins de 3,4 défauts par million d'opportunités. On considère généralement qu'une entreprise traditionnelle a un niveau de qualité Z est égal à 4, ce qui correspond à 6210 défauts par million d'opportunités. L'amélioration visée par la démarche Sigma sera de ramener ce nombre de défauts à moins de 3,4 défauts par million d'opportunités sur le défaut critique, bien sûr, pour le client. Et on conçoit aisément l'amélioration de l'image de marque qui s'ensuit à l'accroissement des profits qui en résultent. Donc, 6, Z est égal à 6, nous avons 3,4, c'est-à-dire 3,4 opportunités sur 1 million. L'impact, bien, pour atteindre cet objectif, on utilisera une démarche de résolution de problèmes bien cadrée. La formalisation d'une démarche structurée à l'intérieur d'une entreprise offre plusieurs avantages. Elle permet de servir le guide dans l'avancement de la résolution du problème. Elle permet de se doter d'un langage commun à tous les acteurs de l'entreprise. Elle favorise la démultiplication des actions à un coût de formation réduit. Cependant, le fait de mieux formaliser une démarche de résolution de problèmes ne suffit pas à créer une stratégie d'entreprise. Il faut être capable de démultiplier les chantiers pour atteindre l'aspect stratégique. Six Sigma intègre donc tous les aspects de cette multiplication au travers du rôle de la formation des hommes, de la formalisation de la démarche, de la gestion de projets, des objectifs stratégiques qui seront fixés. Donc, l'impact de Six Sigma dépasse la simple amélioration de la qualité des produits de l'entreprise. Son objectif est financier. Six Sigma a pour objectif d'améliorer la performance globale de l'entreprise par le biais de 4 actions spécifiques. Nous avons l'augmentation de la satisfaction des clients et une plus grande fidélisation par une meilleure qualité. Deuxièmement, la réduction des dépenses en abaissant fortement le nombre de rebuts, retouches et gaspillage. 3. L'optimisation de l'utilisation des actifs de l'entreprise en augmentant le taux de rendement synthétique, ce qu'on appelle TSR, le TRS, taux de rendement synthétique des moyens de production. Et enfin, l'augmentation du chiffre d'affaires consécutive à la réduction des coûts et à l'amélioration de la qualité. Maintenant, Six Sigma, une stratégie de percée. Comme vous voyez sur l'écran,
le symbole de sigma, c'est le symbole de l'Icart type dans le monde des statistiques et probabilités. Si l'on veut réellement progresser, il faut être ambitieux. On n'entreprend pas une démarche aussi sigma pour gagner quelques euros, mais des dizaines de milliers d'euros. Avant d'entreprendre une action, il faut se poser la question dans les termes suivants. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Donc, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est les questions principales. Si Sigma n'a pas pour vocation d'être un outil d'amélioration continue, d'autres approches telles que le Kaizen le font déjà très bien. Six Sigma doit permettre d'opérer une véritable percée. On peut illustrer cette différence entre progrès permanent et progrès par percée par le triste cas de décès sur la route, ou bien les routes. Pendant que dans le sud de l'Europe, on se contentait de faire de l'amélioration permanente, l'amélioration des véhicules, suppression de points noirs, le nord de l'Europe utilisait des méthodes qui remettaient en cause la place de l'automobile dans la société. Le résultat est flagrant avec un nombre de décès 2 fois plus important pour ceux qui se sont limités à faire de l'amélioration continue. L'introduction de Six Sigma traduit en partie cette évolution avec la volonté de changer le rythme dans l'amélioration de l'entreprise. L'amélioration continue est nécessaire, mais les logiques de l'amélioration continue ne permettant pas d'effectuer une percée, pour cela, il faut procéder à une remise en cause plus fondamentale. Il faut remettre à plat le processus, le produit ou les modalités. Cette percée n'implique pas forcément une révolution dans la manière de faire. Ce peut aussi bien être la somme de petites actions résulte d'un changement dans leur manière d'être. Par exemple, le strict respect des limitations de vitesse sur la route permettrait sans doute de faire une véritable percée en matière de nombre de tués sur les routes. Mais cela nécessite une réduction complète de la plupart des automobilistes. C'est dans cette réduction ou bien cette rééducation qui réside la percée. Autre point très essentiel, c'est Six Sigma et l'amélioration continue. Hein? L'amélioration continue, entre parenthèses, le Kaizen. Hein? Le Kaizen. Attention, la remarque précédente n'est pas une condamnation de l'amélioration continue, mais on doit parvenir à un équilibre entre les actions d'amélioration continue et les actions d'amélioration par percée. La variance globale du système et donc son inertie repose sur la somme de très nombreux facteurs de variabilité tout au long du processus. Toutes les petites améliorations apportées semblent souvent signifiantes au regard des enjeux stratégiques de l'entreprise. Pourtant, l'addition de petites améliorations, mais en nombre très important, contribue à diminuer les facteurs de variabilité du processus et agit finalement de façon considérable sur les coûts et sur les deals. De plus, ces petites améliorations sont souvent apportées sans qu'il en coûte quoi que ce soit, voire contribuent à la diminution du coût et du gaspillage. Le plus à même d'améliorer son poste de travail est souvent l'opérateur lui-même. C'est le principe de Kaizen, mettre en œuvre un processus d'amélioration permanente en utilisant les réflexions et les énergies de tous les personnels. Lorsqu'on emploie un collaborateur, on emploie une force musculaire, mais aussi une force intellectuelle. Si vous vous contentez d'exploiter la force musculaire, quel gâchis! Cette réflexion qui nous a été faite par une responsable d'entreprise traditionnelle concevable le rôle du personnel opérationnel. Bien que ces sigmas s'inscrivent dans une logique d'amélioration par percée, on ne doit pas opposer cette démarche à celle de l'amélioration continue. On verra notamment que dans la phase d'analyse, on doit chercher, ou bien on doit rechercher à limiter les variabilités du processus en agissant sur une somme de petites modifications sans coût, mais qui au final apportent une grande réduction de variabilité.
On passe Six Sigma, évolution ou révolution. Ça, c'est les questions que se posent. On peut voir dans l'écran de Henry Ford, Walter Schwartz, E.G. Toyota, hein, le fondateur de la marque automobile Toyota, Bill Smith, Jack Welch, le PDG de General Electric. Donc, depuis l'année 1808, 1924, 1950, 1986 et 1995 jusqu'à nos jours en 2026. Donc, Six Sigma a sans aucun doute provoqué une révolution dans la manière d'aborder la qualité en appréhendant les choses de façon plus économique, en se tournant davantage vers le client. Mais tout cela existait déjà dans un certain nombre d'approches. De même, lorsque on détaille les méthodes et les outils utilisés dans une démarche Six Sigma, on ne trouve rien de bien nouveau. Tous ces outils étaient disponibles depuis fort longtemps pour la plupart. Ce qui est réellement nouveau, c'est la fédération et une approche globale de l'ensemble des courants de pensée novateurs, disséminés jusqu'alors en matière de qualité, d'outils et de méthodes, et en prenant en compte tous les aspects de pilotage d'un système, pilotage stratégique, tactique et opérationnel. Si on peut parler de révolution en matière de Six Sigma, c'est bien dans cet aspect fédérateur qu'il faut le chercher. Comment peut-on utiliser la puissance colossale des outils déjà à notre disposition pour améliorer la performance industrielle, bien sûr? Comment déployer l'utilisation de ces outils au-delà du cercle restreint des quelques initiés aux méthodes statistiques? Comment coordonner toutes les démarches dans une structure industrielle? Ce sont ces questions qui n'avaient pas été correctement posées qui trouvent désormais une réponse avec ces sigles. Mais parler de révolution peut être dangereux. En effet, le mot révolution signifie souvent faire table rase de ce que l'on faisait auparavant. Or, s'il existe bien un danger, c'est celui-là, Six Sigma s'inscrit dans une logique d'évolution en matière de qualité. Nous insisterons sur la complémentarité forte entre Six Sigma et les autres approches de l'amélioration des performances industrielles, telles que l'ISO 9000, le Kaizen, l'approche Lean Management, etc. Il s'agira pour le manager, et c'est toute la difficulté d'exploiter au mieux ces complémentarités en fonction de l'historique de sa société. Maintenant, on passe au deuxième axe, c'est Six Sigma dans un environnement qualité. Six Sigma dans un contexte ISO 9000 ou bien 9001, maintenant 9001 version 2015 et prochaine la version 2026. Durant la dernière moitié du 19e siècle, les hommes ont cherché à mieux formaliser cette notion de qualité. On s'intéresse à ces deux aspects. L'amélioration des résultats, autrement dit, en veillant à la qualité du produit, et l'amélioration des processus qui conduit aux résultats. Donc, Six Sigma s'inscrit parfaitement dans cette dynamique de progrès en matière de qualité, et la façon dont on conçoit aujourd'hui Six Sigma traduit l'héritage de tous les progrès antérieurs. Certains auteurs ont cru pouvoir opposer des démarches telles que la certification ISO 9000, par exemple, et une approche Six Sigma. C'est probablement une erreur. Dans les différentes évolutions de l'ISO 87, 94, 2000, 2008, 2015, la façon d'aborder la qualité a profondément évolué, ou bien évolué, et la dernière version offre un point de vue extrêmement favorable au développement du CC. En effet, alors que les versions 90, 87 et 94 étaient tournées vers les principaux dysfonctionnements d'une entreprise, la version 2000 est résolument tournée vers la satisfaction des clients au travers d'une organisation en processus, en mettant l'action, en mettant en place une certification ISO. Une entreprise en tenue de se poser les questions suivantes. Que souhaite réellement mon client? Comment mesure-t-on ce niveau de satisfaction?
comment notre organisation en place permet d'atteindre ce niveau de satisfaction. La mise en place de l'ISO donne une réponse un peu statique à ces questions en décrivant l'organisation des processus en place, mais elle pose déjà la question plus dynamique qui concerne les démarches s'entreprenant l'industriel pour améliorer la satisfaction des clients. En revanche, l'ISO ne propose pas et n'impose pas une démarche concrète qui permettrait de créer cette dynamique de progrès. Si Sigma donne le moyen de créer cette dynamique, il peut représenter le moteur de l'ISO, à savoir améliorer les processus en portant du savoir ou du besoin du client. Pour ce faire, Six Sigma va s'appuyer sur la décomposition en processus de l'ISO 9000, par exemple, FA. Mais en allant beaucoup plus loin dans la description, on cherchera à mettre en évidence les caractéristiques essentielles dans ce domaine, tant au niveau de la sortie que des entrées, le X essentiel par exemple. Six Sigma est une méthode capable de résoudre les problèmes ponctuels afin d'améliorer la satisfaction des clients. Son fondement même est la réduction de la variabilité dans le processus. De ce point de vue, en forçant les entreprises à décrire leur fonctionnement, les démarches qualité fondées sur des référentiels ont le même objectif, réduire la variabilité, etc. Dans la méthode, bien sûr, en effet, lorsque aucun processus n'est décrit, il y a fort à parier que la façon de le conduire subira des variations dans le temps nuisibles à la satisfaction du client. En aucun cas, nous n'avons trouvé d'opposition entre ces deux approches qui nous semblent au contraire parfaitement complémentaires. La réduction de la variabilité passe par la description des processus et par le fait d'apporter la preuve que les écarts entre description et les faits sont faibles. C'est le rôle de l'ISO, c'est aussi le rôle de Six Sigma par une démarche volontaire et dynamique de progrès. Dynamique de progrès. Troisième axe, c'est Six Sigma dans un environnement Lean Management. Le Lean Management a pour objectif d'améliorer la performance industrielle tout en dépensant moins. Le problème est un peu le même que pour un sportif qui cherche à obtenir une performance maximale en réduisant le plus possible l'énergie consommée. Pour illustrer cette comparaison, prenons le cas d'un débutant en ski de fond qui exécute un pas de skating. Maîtrisant mal son équilibre, il va dépenser une énergie considérable qui ne se traduira pas en vitesse d'avancement. Il sera épuisé après quelques kilomètres au fur et à mesure de ses progrès dans la justesse de ses gestes. Dans son équilibre, dans la lecture de la piste, il va pouvoir concentrer son énergie sur la seule performance utile, sa vitesse d'avancement. Au total, pour la même dépense énergétique, on peut facilement multiplier sa vitesse par un facteur simplement en éliminant les gaspillages énergétiques. Le même problème se pose aux entreprises industrielles. Comment améliorer notre performance sans consommer plus d'énergie? Donc, comme vous voyez dans l'écran, dans cette figure numéro 3, complémentarité, Lean et Six Sigma. Pour atteindre ce niveau dans une entreprise, on doit s'appuyer sur un certain nombre de points clés. La suppression de tous les gaspillages, une production en flux tendu, une gestion de la qualité favorisant l'amélioration continue et l'amélioration par percée, la réduction des cycles de développement des produits, une attitude prospective vis-à-vis de ses clients. Sur un poste de production, les 7 principales sources de gaspillage sont identifiées. On les appelle les 7 MODA, hein, gaspillage en japonais. Donc, le MODA, entre parenthèses, c'est le gaspillage en japonais. Donc,
Numéro 1, c'est ça, la surproduction, hein. Donc, dans cette figure, on peut voir ce qu'on appelle ligne sans Six Sigma, production rapide mais de faible qualité. Aussi, nous avons le deuxième modèle, c'est le Six Sigma sans ligne. Et au milieu, nous avons Lean Six Sigma, c'est-à-dire production de qualité à faible coût. Donc, et ça, c'est l'objectif. Donc, nous avons la surproduction. On continue à produire alors que l'ordre de fabrication est soldé. Les 7 modas, le premier moda, c'est surproduction. Le deuxième, c'est les attentes. L'opérateur passe un pourcentage de temps important à atteindre, ou bien à attendre la fin du cycle de la machine. Les temps de cycle ne sont pas équilibrés, les processus ne sont pas en ligne. Le troisième mode, ou bien source de gaspillage, c'est les déplacements inutiles, parce que, ou bien par exemple, lorsqu'une surproduction a été réalisée, on doit amener le surplus dans le stock, puis le ressortir. D'où deux déplacements sont apport de la valeur ajoutée. Le quatrième mode, une source de gaspillage, c'est l'opération inutile. Tendance de tous les opérateurs à atteindre des niveaux de spécification qui vont au-delà des attentes des clients. Cela est particulièrement vrai pour les défauts visuels. Et en résulte une augmentation de temps de production, de nombre de retouches, de revues et donc de coûts. D'où l'intérêt de parfaitement définir le niveau attendu pour chaque spécification et de se donner les moyens de mesurer correctement ces spécifications. Le cinquième moda, ou bien le cinquième source de gaspillage, c'est le stock excessif. Outre les aspects coûts, les stocks excessifs conduisent à des gaspillages de temps pour retrouver la référence. Le sixième moda, c'est geste inutile. Par une mauvaise conception des postes de travail, on diminue considérablement l'efficacité de ces derniers en imposant des déplacements, des gestes, des transports inutiles. Et le septième moda, les derniers, c'est défaut. Le processus génère de la non-valeur ajoutée. Il faut attendre pour avoir une nouvelle matière première. Les défauts peuvent ne pas être vus alors que l'on passe à l'opération suivante. Donc, ça, c'est les 7, ou bien les 7 modas, ou bien les 7 sources de gaspillage. Sur l'écran, vous voyez le quatrième figure, réduction du cycle de production avec le Lean Six Sigma. La réduction de tous ces gaspillages doit traduire par une réduction considérable du cycle de production. Comme vous voyez dans cette figure, nous avons les deux axes, fréquence et délai de production, après Six Sigma et avant Six Sigma. Donc, on peut voir le délai de production. Donc, la réduction de tous ces gaspillages doit se traduire par une réduction considérable des cycles de production. Certaines entreprises ont adopté Lean Six Sigma en tant que démarche globale. Cela consiste à adopter le Lean Management en le combinant avec la logique et la dynamique de progrès fournie par Six Sigma. L'approche Six Sigma apporte sa méthodologie rigoureuse dans l'approche de l'amélioration des délais de production et de réduction des gaspillages. Elle apporte également la structure managériale qui fait toute sa force. En effet, comme nous avons pu le souligner dans les premières lignes de cette conférence, Six Sigma n'est pas qu'une méthode, c'est aussi une façon d'organiser l'entreprise afin que l'on puisse être en mesure de réaliser ses percées. Quatrième axe, ou bien quatrième chapitre, c'est les concepts de Six Sigma. Donc, comprendre Six Sigma, c'est assimiler les multiples facettes d'une approche d'amélioration de la performance de l'entreprise, résolument tournée vers la satisfaction des clients dans un but affiché de meilleure rentabilité économique de l'entreprise. Nous aborderons donc ces différentes facettes afin d'avoir une vue globale de Six Sigma avant de avoir dans le détail conduite d'un chantier. Six Sigma, c'est une certaine philosophie de la qualité tournée vers la satisfaction totale du client, une approche visant à réduire la variabilité dans
les processus. Un indicateur, troisièmement, un des indicateurs de performance permettant de mesurer comment se situe l'entreprise en matière de qualité. Aussi, est une méthode de résolution de problèmes, DMAIC, définir, mesurer, analyser, innover, bien améliorer, contrôler et standardiser ou bien pérenniser, permettant de réduire la variabilité sur les produits, une organisation des compétences et des responsabilités des membres de l'entreprise et un mode de management par la qualité qui s'appuie fortement sur une gestion par projet. Une philosophie de la qualité tournée vers la satisfaction des clients. Six Sigma a pour objectif de concilier deux choses, une plus grande profitabilité de l'entreprise, une plus grande satisfaction des clients. De prime d'abord, c'est assez clair, on comprend bien qu'une plus grande satisfaction des clients permettra tout à la fois de conserver nos clients et d'en conquérir de nouveaux. Cette augmentation des parts de marché se concrétisera par une amélioration de la profitabilité. D'un point de vue pratique, ce n'est pas pourtant pas aussi évident. Il ne faut pas que les améliorations de qualité sur lesquelles on apporte son effort soient plus coûteuses qu'elles sont apportées. Il faut aussi que l'on ne se trompe pas l'objectif en matière de satisfaction de clients. Une démarche Sigma doit donc nécessairement débuter par la recherche des CTQ, Critical to Quality, qui seront les éléments essentiels réclamés par le client. Que veut réellement le client? Quelles sont ses attentes? Quel est son niveau d'exigence? Toutes ces questions doivent être posées dès les premières étapes d'un chantier Six Sigma. Nous verrons qu'elles font en fait partie intégrante de la première étape. Nombre d'entreprises dépensent des sommes considérables pour améliorer un produit sur des critères peu ou pas utiles, mais qui sont des rêves de techniciens et ne prennent pas en compte des éléments pourtant simples réellement demandés par le client. Par exemple, seuls les fours de cuisson relativement haut de gamme sont équipés de la fonction maintien de chaud, alors qu'elle devrait être une fonction de base. Le moteur de Six Sigma est la démarche DMAIC, définir, mesurer, analyser, innover, contrôler. On verra que la première étape de sa mise en œuvre est essentiellement consacrée à bien définir ce qu'on attend le client et à déterminer quelles sont ses exigences. Comme vous voyez, numéro 2, c'est réduire la variabilité. La variabilité est l'ennemi de la qualité. Lorsque un ingénieur vient de fabriquer un produit qui donne entière satisfaction, son rêve serait de pouvoir le cloner à l'identique afin que chaque produit conserve les mêmes qualités. Mais ce n'est malheureusement pas possible. Il y aura toujours une petite différence entre les produits réputés, identiques, et ce sont ces petites différences qui conduisent à la non-qualité. Et de même pour les services que l'on ne peut fournir deux fois dans des conditions parfaitement identiques. Donc, on peut voir ici dans cette figure numéro 1, réduire la variabilité. On peut voir la cible, c'est quoi? C'est comment... C'est réduire la variabilité. On peut donner ici un exemple pour illustrer cette notion de variabilité. Prenons l'exemple d'un joueur de foot qui doit tirer un coup franc décisif. La cible est la lucarne de la cage adverse. C'est un joueur professionnel qui a répété des centaines de fois ce geste à l'entraînement et les conditions sont idéales pour réussir à marquer le but. Mais la balle passe à quelques centimètres de la barre. Pardon. Alors, mais la balle passe à quelques centimètres de la barre transversale. Ce but manqué
est le résultat de la variabilité dans le processus de tir. Citons quelques éléments de cette variabilité. 1. Le joueur est dans un état de fatigue et de stress qui modifie son tir. Les irrégularités de la pelouse modifient la course. L'élan sphéricité du ballon n'est pas parfaite, ce qui altère la trajectoire. Le vent soufflait légèrement au moment du tir. Le mur adverse n'était pas positionné comme à l'entraînement. Donc, ça, c'est l'exemple d'un tir de balle d'un match de football. Dans les processus industriels ou de service, le problème est le même. Nous sommes confrontés à une grande variabilité des éléments qui contribuent à nous faire manquer le but. Mais lorsqu'il s'agit de la satisfaction de nos clients, nous n'avons pas le droit de manquer ce but. Nous devrons donc tout faire pour réduire cette variabilité. Les trois sources primaires de la variabilité sont une conception pas assez robuste, très sensible aux perturbations extérieures, ces matières premières et des pièces élémentaires instables, une capacité des processus insuffisante. Maintenant, on passe au troisième point, c'est mesurer le niveau de qualité. Pour pouvoir progresser, il faut mesurer le niveau de qualité actuel afin de se donner un objectif vérifiable. Si sigma signifie donc un niveau de qualité que l'on souhaite atteindre, une qualité sera d'autant plus significative que le nombre de sigma sera élevé. Ainsi, une qualité 3 sigma donnera 6,68% de non-conformité. Une qualité 6 sigma donnera 3,4 DPMO, défaut par million d'opportunités. La méthode 6 sigma vise donc au moins le niveau 6 sigma, autrement dit moins de 3,4 défauts par million d'opportunités, comme taux de non-conformité. Voyons maintenant comment on mesure le nombre de 6 sigma, le Z du processus, la capacité du processus. Nous avons le 3.1, c'est la notion d'opportunité de défaut. Lorsque l'on parle d'un produit qui peut être bon ou mauvais, la notion d'opportunité de défaut est très simple. Chaque fois qu'on a un produit, on a une ou plusieurs opportunités de défaut. Par exemple, c'est un produit à 2 défauts potentiels, la production d'un lot de 1000 produits génère 2 fois 1000, c'est-à-dire 2000 opportunités de défaut. Mais si on prend le cas des accidents de la route, quelle est l'opportunité de défaut? Le nombre d'automobilistes, le nombre d'habitants du pays, le nombre de kilométrages parcours, etc. Ça, c'est une question. Dans ce cas, si l'on veut pouvoir établir une comparaison entre plusieurs pays pour faire un benchmarking, le plus simple consisterait à prendre le nombre d'habitants. Ainsi, en France, à l'an 2000 par exemple, il y a 180 000 cas accidents répertoriés pour 60 millions d'habitants. Cela fait un pourcentage de défauts par million d'opportunités de 3000. La lecture du tableau des dépiements, eh bien, défaut par million d'opportunités avec un décalage de 1,5 dont un Z voisin de 4,2. Donc, on peut voir ça dans cette tableau, dans cette figure 2.2, tableau du nombre de non-conformités en fonction de sigma. Donc, on prend par exemple de 1 Z égal jusqu'à Z est égal à 4, par exemple. Donc, on peut également retrouver la relation entre le défaut par million d'opportunités et le Z en appliquant la relation, soit Z est égal à 0,8406 plus la racine à carré de 29,37 moins 2,221 fois logarithme nébérien de défaut par million d'opportunités, et soit Z est égal à 4,24. L'origine des 3,4 par million d'opportunités. Le calcul de l'objectif des 3,4 est
PM, c'est-à-dire opportunité par million, résulte d'un calcul de pourcentage théorique de défaut dans le cas d'une loi normale. Dans le cas des produits mesurables, la capacité de processus se mesure en établissant le ratio entre la tolérance et la dispersion du processus. Donc, quand vous voyez dans cette figure, le niveau de ce segment, nous avons le processus à 3 sigma, le CP est égal à 1, et le processus à 6 sigma, le CP est égal à 2. Et on peut voir la différence de la forme de cloche. Hein. Nous avons ici la dispersion du processus de Z est égal à 6 et la différence entre Z est égal à 6 et Z est égal à 3. L'objectif C sigma consiste à améliorer la variabilité du processus de telle sorte que l'on ait une tolérance 2 fois plus importante que la dispersion court terme. Dans ces conditions, la spécification est à 6 écarts types de la moyenne, Z est égal à 6. La proportion de produits défectueux est alors de 0,002 produits par million lorsque le processus est parfaitement centré. Lorsque le processus est à un niveau de 3 sigma, la proportion de défaut est alors de 2700 produits par million. Cependant, on montre facilement que même si le processus est parfaitement sous contrôle, il n'est pas possible de détecter les petits décentrages du processus. Le plus petit décalage détectable est de 1,56 sigma. Dans ces conditions, la proportion de défaut sera de 3,4 produits par million. Donc, on peut voir ça dans cette figure numéro 4, le décalage de 1,5 sigma. Et à gauche, on peut voir le décalage. Donc, process à 3 sigma et le process à 6 sigma. Donc, on peut voir le décalage de 1,5 sigma. Il s'agit donc d'une estimation d'un pourcentage de non conforme dans une situation donnée. Le Z permet d'estimer le niveau de qualité d'un processus. C'est un outil de communication. Donc, maintenant, on passe au cinquième axe de cette conférence, C sigma, une méthode de maîtrise de la variabilité DMAICS. Hein? Ici, D contrôlé jusqu'à contrôler. Donc, on peut voir ici, pour obtenir le niveau de capability exigé par C sigma, il est absolument nécessaire d'utiliser des outils et plus particulièrement des outils statistiques. Dans l'approche C sigma, tous les outils utilisés sont connus. Il n'y en a pas de nouveau. C'est la structuration dans l'utilisation des différents outils qui est intéressante dans l'approche C sigma. Donc, nous avons définir, mesurer, analyser, innover et contrôler et puis standardiser. Donc, bien définir le problème, les limites de remise en cause l'équipe de travail, mesurer, trouver un moyen de mesure de qualité, vérifier la capacité, récolter les défauts, déterminer le Z de processus, analyser, examiner, analyser les données, prouver statistiquement les acteurs influents jusqu'à standardiser, pérenniser la solution, déployer les bonnes pratiques et clore le projet. Dans cette figure, c'est l'approche DMAICS, définir, mesurer, analyser, innover ou bien améliorer, contrôler et standardiser. Donc, l'objectif de chaque tâche, définir le projet, les gains attendus pour les clients, pour l'entreprise, pour le périmètre de projet, les responsabilités. Le résultat, c'est quoi? C'est charte de projet, cartographie générale des processus planning et affectation des ressources. Les outils principaux sont diagramme CTQ, QQCP, hein, diagramme de canaux, benchmarking, cartographie, CEPOC. Mesurer, définir et valider les moyens de mesure, mesurer les variables de sortie, les variables d'état et les variables d'entrée du processus, collecter les données, connaître les aides des processus. Le résultat, c'est quoi? Cartographie détaillée des processus, capacité, des moyens de mesure et capacité du processus. Les outils sont
analyse processus logique à 1, répétabilité et reproductibilité, analyse de 5.1, matrice cause-effet, feuille de relevé, maîtrise statistique des procédés SPC. Le A, analyser les données, établir les relations entre les variables d'entrée et de sortie du processus, identifier les variables clés du processus. Résultat, c'est quoi? Établissement de la preuve statistique, compréhension du processus, et les outils principaux sont statistiques descriptives, statistiques inférentielles et plans d'expérience. Et innover et améliorer, imaginer les solutions, sélectionner les pistes de progrès les plus prometteuses, tester les améliorations. Les résultats, c'est quoi? Processus pilote, amélioration du Z, détermination des caractéristiques à mettre sous contrôle, et les outils principaux sont méthode de créativité, votre pondéré, plan d'expérience et l'AMDEC. C'est contrôler, mettre sous contrôle la solution retenue, formaliser le processus. Les résultats, c'est quoi? Rédaction de mode opératoire, carte de contrôle. Les outils principaux sont automaîtrise, la maîtrise statistique des procédés, ce qu'on appelle le SPC. Enfin, standardiser, pérenniser les solutions cas anti-retour, diffuser les bonnes pratiques, clore le projet. Résultat, c'est quoi? Indicateur de performance, tableau de bord, plan d'audit, bilan de fin de projet. Et les principaux outils sont automaîtrise, l'audit, benchmarking et les bonnes pratiques. Six Sigma se décline en 6 étapes. DMICS, définir, mesurer, analyser, innover et améliorer, contrôler et standardiser, en suivant scrupuleusement ces étapes. Un technicien qui n'est pas un expert en statistique pourra, avec un minimum de formation, atteindre l'objectif de variable qui est fixé. Pour passer d'une étape à une autre, il faudra valider au travers d'une revue le fait que les objectifs de l'étape ont bien été atteints. Cette revue est réalisée conjointement par le responsable des projets, ce qu'on appelle le Black Belt, et le responsable du déploiement de Six Sigma, le champion, qui est lui-même un responsable de l'entreprise. Donc, de DMIC, de en rose, le jaune, jusqu'à le bleu et le vert, nous avons définir, mesurer, analyser, innover, améliorer, ou bien jusqu'à contrôler. Maintenant, on passe au 6e chapitre, et l'avant-dernier, Six Sigma, une organisation des compétences. Nous avons développé les différents objectifs de Six Sigma, philosophie de la qualité tournée vers la satisfaction totale du client et réduction de la variabilité, ainsi que les méthodes proposées pour atteindre ces objectifs. Z, un indicateur du niveau de qualité, et DMICS, une démarche de résolution de problèmes. Pour mettre en œuvre une telle approche, il faut des hommes ayant des compétences et des responsabilités bien définies. Cela suppose aussi de former son personnel et de déterminer les rôles particuliers pour les individus qui vont conduire le changement. Pour illustrer la définition des rôles de chacun, l'entreprise General Electric s'est appuyée sur des dénominations marquantes telles que White Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt et Champion. D'une entreprise à l'autre, on parlera par exemple aussi bien d'équipier, de piloter, d'un bien équipier, de pilote, de coach, et tout étant que les fonctions soient remplies pour garantir le succès de déploiement de Six Sigma dans l'entreprise. Donc, les différents niveaux de pilotage. On peut voir sur l'écran maintenant, dans cette figure, les différents niveaux de pilotage. Donc, nous avons le pilotage stratégique, pilotage tactique, pilotage opérationnel et bien sûr, conduite et suivi. Donc, le pilotage stratégique, c'est le responsable de l'entité. Hein? C'est le niveau stratégique, si vous voulez. Hein? Nous avons ce qu'on appelle les champions, c'est le pilotage stratégique et technique. Ça, c'est les champions. Le pilotage pratique
Et opérationnel, c'est le black belt. L'opérationnel et les conduites de suivi, c'est le green belt. Et le conduite de suivi, c'est l'opérationnel. Comme pour toute autre activité, le pilotage d'une démarche Six Sigma doit reposer sur les 4 couches stratégiques, tactiques, opérationnelles, conduite et suivi. Donc, on peut parler sur le niveau stratégique. On procède à la mise en place de Six Sigma à partir d'objectifs en termes de coût, de performance interne, de satisfaction client et de perception externe. Et enfin, de part de marché et de positionnement vis-à-vis de la concurrence. Pour atteindre ces objectifs, il faut alimenter les moteurs du progrès en donnant une vision claire sur la façon dont on veut que les choses avancent. Ces engagements sont forcément pris au niveau le plus haut de l'entreprise en impliquant fortement les champions. Le niveau tactique, le pilotage tactique n'est autre que la traduction des décisions stratégiques au niveau des services opérationnels. Il va consister à faire les choix des chantiers Six Sigma qui méritent d'être développés et à donner les moyens aux équipes de conduire ces projets. Le champion est fortement impliqué dans cette phase, assisté du black belt pour le choix du chantier. Troisième niveau, c'est l'opérationnel. Le pilotage opérationnel va principalement consister à conduire les chantiers Six Sigma, notamment au travers de l'utilisation de la démarche des MAICS que nous avons décrite, le black belt. Et donc, le black belt, c'est la ceinture noire, hein, ceinture noire, et donc leader dans cette couche de pilotage, assisté par les membres de son équipe, les green belt ou bien les ceintures vertes. Conduite y suivait, cette couche très applicative va consister à appliquer les décisions qui sortent de la démarche DMICS. Elle va impliquer tous les opérationnels du processus concerné dans les green belts ou bien ceintures vertes qui sont notamment destinés à être des opérationnels. Donc, nous avons ici les différentes langues en cette figure, les rôles d'une organisation de CC. Donc, nous avons le champion à gauche, un groupe projet dirigé par un black belt et le master black belt à droite. Donc, le champion et le master black belt et, qui dirige ce groupe qui est dirigé aussi par un black belt. Pour être efficace, Six Sigma s'organise autour de plusieurs personnes clés qui ont chacune une compétence particulière et un rôle particulier. Les 2 personnages les plus importants sont le black belt, ceinture noire, et le champion. Donc, commençons par le champion. Un champion est choisi par le patron de l'entreprise. Il a la responsabilité des déploiements de Six Sigma dans un secteur de l'entreprise. Typiquement, un champion est un responsable de l'exécutif avec un haut niveau de responsabilité. Ce peut être le responsable d'un site ou un responsable qui a une fonction importante d'une entreprise. Il doit faire partie du comité de direction. Il peut y avoir 2 types de champions, les champions déploiement et les champions projet. Les champions déploiement ont en charge le succès du déploiement de Six Sigma dans un secteur de l'entreprise. Ils doivent avoir une solide expérience de management au niveau stratégique et tactique et dans la conduite du changement majeur. Les champions projet doivent superviser les black belts d'une unité de l'entreprise. Ils se focalisent sur les projets, ils s'investissent dans les choix des projets à réaliser et fournissent un support en faisant disparaître, si besoin est, les barrières culturelles. Ils doivent s'assurer que les ressources sont disponibles tant en hommes qu'en matériel. Ils réalisent les évaluations de performance avec comme référence les meilleurs systèmes, créer une vision opérationnelle et développement un plan de déploiement de Six Sigma. Ils connaissent parfaitement la philosophie de Six Sigma ainsi que les principes afférents et théories sous-jacentes. Le champion suit activement l'évolution des projets, étant notamment responsable de l'organisation
des revues de projets qui ponctuent chaque fin d'étape. Ces revues sont l'occasion pour les champions projets de vérifier que les objectifs fixés sont toujours en ligne de mire et se mettre au courant des éventuels obstacles qu'il faudra faire disparaître. Ils n'ont pas à avoir le niveau de connaissances opérationnelles, notamment statistiques, les black belts, mais doivent quand même disposer des bases leur permettre à saisir l'objectif et l'interpréter les résultats des principaux outils utilisés dans une démarche Six Sigma. Les champions sont très importants. Ils donnent sa cohésion et la démarche Six Sigma en reliant chaque projet aux objectifs stratégiques de l'entreprise et en évitant la variabilité dans la méthode. Deuxième, c'est le Black Belt, ceinture noire ou pilote Six Sigma. Le Black Belt a pour rôle de piloter le groupe de travail. Il est affecté à 100% sur l'avancement des projets Six Sigma. Voici en quoi consiste son rôle. Il anime le projet, il forme le groupe de travail, il utilise les outils et la méthode Six Sigma. Pour pouvoir être Black Belt, il faut cumuler deux compétences. Une compétence dans les outils de la qualité, la plus particulièrement dans les outils statistiques, et une compétence dans le management d'une équipe. Réunir ces compétences est relativement rare dans les entreprises. La formation d'un black belt demande, ou bien ceinture noire, demande en général que l'on mette en place une solide formation en statistique et en méthode de résolution de problèmes. Le black belt ne dispose pas de pouvoir hiérarchique sur l'équipe Six Sigma. Il doit pouvoir cependant être perçu comme un leader. Pour cela, il doit être capable de transmettre l'enthousiasme et de susciter l'implication de tous les membres du groupe. Il a même un responsable, bien, il a une responsabilité importante dans la conduite du projet Six Sigma, notamment dans le choix des outils à utiliser, le management des risques liés au projet et les résultats obtenus. Le nombre de black belts nécessaires à la conduite du changement dans une entreprise est d'environ de 1 pour 100 employés. Le green belt, ou bien ceinture verte, les green belts sont les employés affectés sur un projet Six Sigma pour une partie de leur temps. La formation reçue est plus légère que celle du black belt, mais suffisante cependant pour mener un bien en autonomie de petits projets dans le cadre de leur travail, ou bien de leur travail et participer efficacement à des projets plus ambitieux menés par des black belts. Ce sont souvent des green belts qui réalisent les expérimentations nécessaires, organisent les saisies de données requises, conduisent la mise en place de la carte de contrôle en participant activement au projet Six Sigma conduit par les black belts et les green belts se forge une expérience qui lui vaut intégrer les concepts de la philosophie du Six Sigma avec à terme la possibilité d'évoluer vers la formation de black belt. Puis nous avons le white belt, ou bien la ceinture blanche. Ceinture blanche. Peu d'entreprises utilisent cette notion white belt. Une white belt est un employé qui a reçu une formation basique de quelques heures sur les fondamentaux de Six Sigma et sur les outils de base de la conduite des étapes mesurées, analysées, innovées, contrôlées. C'est un minimum pour pouvoir participer à une équipe Six Sigma. Le Master Black Belt fait office d'expert à la fois dans l'utilisation des outils et de la méthode et dans la connaissance des fondamentaux de Six Sigma. Il fait partie de l'entreprise dans le cas de grandes sociétés ou il consultant dans le cas d'une entreprise de taille plus modeste. Son rôle est à facettes multiples. Il assiste tant le champion dans la sélection des projets que les black belts dans le conduite de leurs projets. Et les formateurs aussi bien des futurs champions que des futurs black belts. Il joue un rôle important de veille technologique pour améliorer et développer la méthode. Il a une responsabilité importante dans le déploiement de la méthode dans l'entreprise. À cette fin,
il doit créer une dynamique Six Sigma en organisant des conférences, des échanges d'expériences, des formations complémentaires. Six Sigma n'est pas une méthode fermée, au contraire, elle est en perpétuelle mutation pour s'adapter aux évolutions de l'entreprise. Le Master Black Belt doit favoriser cette évolution en incitant les Black Belts à investir de nouveaux horizons au travers des congrès scientifiques, des réunions de professionnels sur le sujet proche de Six Sigma, des visites d'entreprise. Bien sûr, pour devenir Master Black Belt, il faut un niveau de formation très élevé, mais la partie la plus importante on est l'expérience dans la conduite de projets Six Sigma. On devient Master Black Belt lorsque l'on conduit plusieurs dizaines de projets avec succès. Maintenant, la formation des intervenants. La mise en œuvre de Six Sigma requiert nécessairement un important niveau de formation, mais cela ne suffit pas. Il faut que cette formation soit couplée avec une expérience de mise en œuvre de la démarche. Voilà pourquoi la formation des Black Belts propose en alternance des temps de formation théorique et des temps de pratique en entreprise. Typiquement, la formation d'un Black Belt suit la logique d'un schéma présenté ci-dessus. Ouais, c'est après. Donc, nous avons Green Black Belt, Black Belt, Master Black Belt and Champion. Dans cette figure numéro 2 affichée sur l'écran, exemple de formation d'un Black Belt. Donc, définir, mesurer, analyser, améliorer, contrôler, standardiser. Et on peut donner des exemples. Une session de formation de 4 jours, tour d'horizon de la méthode de définition Six Sigma, identification de CITIGA, et charte du projet, 3 semaines d'application. Mesurer, une session de formation de 5 jours, base statistique, la mesure des observations des processus, études de capacité, 3 semaines d'application. Analyser, une session de formation de 5 jours, analyser descriptive des données, identifier les sources de variation, 3 semaines d'application. Améliorer, une session de formation de 5 jours, plan d'expérience, optimisation des procédés, 3 semaines d'application. Contrôler, une session de formation de 5 jours, validation des tolérances mises sous contrôle des procédés, 3 semaines d'application. Et enfin, standardiser, une session de formation de 4 jours, pérennisation des procédés, déployer les bonnes pratiques. Pour chaque étape, le Black Belt passe une semaine en formation, en 3 semaines en entreprise pour développer son projet. Le temps en entreprise peut néanmoins être considéré comme un temps de formation, car le premier projet est étroitement suivi par un Master Black Belt qui va épauler le Black Belt en formation. La formation peut être succinctement décrite comme 2 semaines dédiées à la méthodologie, à 4 semaines consacrées à la maîtrise d'outils statistiques, une semaine de statistiques de base associée aux 7 outils de la qualité, une semaine d'analyse de données, une semaine de conception d'expérience et une semaine de maîtrise statistique des procédés. La première de la dernière session de formation sont plus conceptuelles. La première est orientée vers la philosophie et les fondements de Six Sigma, la dernière vers le maintien des résultats obtenus et le déploiement des bonnes pratiques. Ainsi, pour chaque acteur de Six Sigma, on trouve une formation spécifique. La formation des champions est un peu plus restreinte sur les aspects méthodes et outils, mais couvre néanmoins tous les aspects de l'approche. La formation du Green Belt couvre également tous les aspects de la démarche, mais on se restreint aux outils de base. Enfin, une petite conclusion. En conclusion, le Six Sigma se révèle être une approche puissante et structurée pour l'amélioration de la qualité dans les organisations en mettant l'accent sur la réduction de la variabilité des processus et l'élimination des défauts. Six Sigma vise à atteindre un niveau élevé de performance et de satisfaction client en intégrant des outils statistiques et des méthodologies éprouvées.
Cette approche permet aux entreprises de générer des résultats tangibles et durables. Cependant, pour réussir, il est essentiel que l'engagement de la direction, la formation adéquate du personnel et la culture de l'amélioration continue soient intégrés dans l'ADN de l'organisation. En adoptant Six Sigma, les entreprises peuvent non seulement accroître leur compétitivité sur le marché, mais aussi cultiver une culture de qualité et d'excellence opérationnelle à long terme. Donc, merci pour votre attention. Merci, nos chers étudiants. Et excusez-moi parce que je prends beaucoup de temps. Donc, ça, c'est à peu près ce que j'avais sur cette conférence intitulée Six Sigma et l'excellence opérationnelle. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Merci infiniment à vous deux, professeurs, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Professeur Abdelwahab est à votre disposition, donc n'hésitez pas à poser toutes sortes de questions concernant le séminaire d'aujourd'hui. C'est le moment ou jamais, soit en levant la main, soit en les écrivant sur le chat. Pas de questions, tout le monde? Tout est clair? Donc, je pense que tout le monde a très bien compris et qu'il n'y a pas de questions concernant le séminaire d'aujourd'hui. Professeur, pardon, à la fin du séminaire d'aujourd'hui, professeur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci, merci pour votre présence, notre cher Malek. Merci à nos chers étudiants, euh, Iman, Anish, Abdou. Il y a plusieurs étudiants dans notre chère université Mid-Ocean. Abdulraqib Saïd Hassani, euh, Iman Hassani. Donc, merci infiniment. Notre rendez-vous sera dans les prochains séminaires, Inch'Allah. Merci infiniment à vous, professeurs, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiantes ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra ensemble dans nos prochains séminaires ou encore la semaine prochaine avec Écouter est un art et également la souveraineté numérique. Ne loupez pas nos séminaires qui aura lieu la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et au revoir. Au revoir. Merci infiniment, Malek.